Bonsoir, bienvenue sur TVC dans votre émission le 19h Sport. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir pour traiter l'actualité en Nouvelle-Aquitaine du sport néo-aquitain. Comme tous les mardis soirs, votre émission Parlons Sport pour tout comprendre et tout commenter au sommaire ce soir. Le 15 de France a retrouvé Marcoussis pour préparer le match face à l'Écosse. Est-ce que ce sera le match le plus dur de ce tour à destination, se posera la question dans un instant. Analyse également du top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que l'UBB doit-elle oublier le top 2 ? Rendez-vous manqué face à Pau. Son manager Yannick Bru a évoqué cette place que Bordeaux-Bègles pourrait vite oublier. Un mot également du stade Rochelais qui s'est imposé face au Castres Olympique. Du soulagement dans le clan Rochelais. Est-ce que le club maritime peut aller à l'abordage de ce top 6 ? Et on en parlera également du club béarnais de la section paloise. Avec nous ce soir, Paul Quetlan, ancien joueur du stade Montois et du Biarritz Olympique. Bonsoir Paul. Bonsoir. Et également avec nous Théo Nanette, ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Théo. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau avant d'aborder ce match entre l'Écosse et la France. Vous avez porté quel maillot, Paul, ce vendredi soir entre Mont-de-Marsan et Biarritz ? C'était un sacré match. Hein. Oui, c'est une bonne question. J'étais plus rouge et blanc parce qu'il fallait qu'il gagne, mais non, c'était un bon match de bonne rivalité, un bon derby. Un bon derby. Bon, c'est Mont-de-Marsan qui a remporté ce derby. C'est vrai que ces deux clubs de bas de tableau, ça va être compliqué pour la suite du championnat. Parlons 6 nations, messieurs, avec le 15 de France qui se déplace du côté de l'Écosse dans le temple de Murrayfield. En cas de victoire avec le bonus, le 15 de France remporterait son 8e tournoi destination. Est-ce que ce match, messieurs, face à l'Écosse est le plus dur selon vous, Théo ? Il a un intérêt tout particulier du fait que s'il le remporte avec le bonus, ils sont d'office champions. Maintenant, c'est un peu des airs de demi-finale où, en général, avant la dernière match, c'est celle où il y a le plus de tension parce que tout est à gagner. Moi, je pense que ça va être un des matchs qui va être le plus intéressant et le plus compliqué à prendre par le bon bout. Ouais. À prendre par le bon bout, même constat, Paul, c'est vrai que ce match face à l'Écosse, on pensait tous à une grande finale France-Angleterre. Finalement, les Anglais, merci à eux, entre guillemets, ont perdu 2 matchs dans ce 6 nations. Est-ce que ce sera le plus dur face à l'Écosse à Murrayfield ? Un match contre les Anglais, c'est toujours difficile. Il faut partir du principe. Les Britanniques, dans tous les cas, c'est difficile. Là, en l'occurrence, si on suit ce calendrier, bien sûr que c'est une grande finale avant l'heure. Après, je pense que les Français, eux, ont quand même l'objectif de tout gagner, ça c'est évident. Et nous, je pense que spectateurs aussi, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils gagnent les deux prochains matchs. Mais attention à ces Écossais qui ont dû pister quand même pas mal de sujets, et notamment l'entame de match. On a vu que cette équipe de France a retrouvé, ou en tout cas toujours cette efficacité offensive en marquant des essais. Comment justement, grâce à ces armes, l'équipe de France peut contourner cette défense écossaise ? Moi j'ai noté que, et notamment sur ce premier match contre les Irlandais, les offloads. Les offloads, aujourd'hui la France est la meilleure attaque du tournoi destination. Ils ont 56 offloads, passe après contact, c'est la meilleure attaque, les meilleurs offloads. On va s'appuyer sur ça très certainement. Après, il va falloir faire attention à ces Écossais parce que, comme ils l'ont évoqué, ils l'ont dit, la France n'a jamais été vraiment en danger lors des 15 premières minutes, lors des 20 premières minutes. C'est vrai que quand on démarre les matchs, on les a démarrés à fond. On rivalise un petit peu, on score et après on prend le devant et ça déroule. Là, aujourd'hui, la question, c'est si les Écossais marquent un essai ou 2 essais, comment nous, on va réagir ? On a l'impression également, Théo, alors bien sûr sans manquer de respect aux Irlandais, Gallois et Italiens, qu'on a l'impression que la France va rentrer, entre guillemets, officiellement dans le 6 nations face à un sacré défi, un sacré adversaire, parce que les Irlandais, il y avait beaucoup de blessés, le Pays de Galles, on connaît la situation, c'est très compliqué, les Italiens, bon, on connaît un petit peu le niveau italien, on a l'impression que c'est le vrai grand match, premier grand match de la France dans ce 6 nations. Oui, en fait, c'est le gros match avec une équipe écossaise en plus qui, depuis quelques années, montre un rugby de plus en plus intéressant, quoi. Donc ça peut être le piège dans lequel il ne faudra pas tomber, de vouloir forcément surjouer pour aller chercher un bonus et marquer rapidement ces 4 essais. Je pense que, comme Paul l'a dit, l'entame va être hyper importante. Et ces Écossais qui ont un jeu qui est très physique et en plus qui ont ce numéro 10 qui est très fantasque, fait que ça peut être le match piège où les Français auront besoin d'être hyper vigilants et hyper concentrés. Et justement, est-ce que la bataille des rucks sera la clé, un peu l'une des clés de ce match, Paul ? La bataille des rucks et en face, l'Écosse est la meilleure attaque, la meilleure défense, pardon. On a la meilleure attaque contre la meilleure défense pour l'instant du tournoi. On va voir qui va prendre le pas sur l'autre. Et surtout, je pense que oui, ils sont un petit peu plus imprévisibles maintenant avec bien sûr Finn Russell et autres, mais ils vont peut-être moins utiliser le jeu au pied.
Le combat, l'alignement, les touches aussi, ils ont quand même de sacrés sauteurs. Les touches seront intéressantes côté écossais, à savoir comment nous on va la gérer. Mais après, oui, on va s'appuyer bien évidemment sur nos forces et notamment l'escadrille derrière qui va pouvoir s'exprimer, je l'espère. Justement, pendant d'escadrille, on a la chance de vous avoir en tant qu'ancien 9 et ancien 15 sur ce plateau. C'est vrai qu'on a vu un peu ce jeu 9-10-15 avec Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert ne serait pas présent face à l'Écosse, ce serait Thomas Ramos au poste de 10. Comment, selon vous, selon aussi vos postes, vous analysez ce trio offensif 9-10-15, cette animation offensive, notamment Patrice Lagisquet, ancien du 15 de France, a souligné un petit peu ce trio, Théo. En tant que neuf, c'est un régal de pouvoir jouer avec des profils comme ça, parce que ça t'offre une opportunité de tous les instants. En fait, tu as des solutions à n'importe quel moment, et c'est hyper intéressant quand on veut mener un jeu qui est porté vers l'offensif et vers l'attaque. Et du côté du 15, comment le 15 s'intègre dans cette charnière ? Mais vous l'avez évoqué, Patrice Lagisquet, que j'ai eu en tant qu'entraîneur, souhaitait mettre de temps en temps Marcelo Bosch, à l'époque, qui pouvait jouer 15, qui pouvait jouer 10. Il appréciait notamment ce jeu, et c'est vrai que nous, on est quand même aujourd'hui dans un 15 de France où on a besoin de ce mouvement, on a besoin d'aller toucher les couloirs, et avec ces joueurs-là, on arrive à toucher les couloirs, on arrive à d'être dangereux, et comme on l'a évoqué à maintes et maintes reprises, Antoine Dupont est dangereux, mais maintenant, même Thomas Ramos peut être dangereux en 10, Mathieu Jalibert peut être dangereux en 10, on a des centres qui sont solides, qui peuvent passer après contact. Le danger, il est de partout, mais c'est vrai que cette plus-value d'avoir des 10 et des 15 qui se mettent au service du jeu, c'est que bénéfique pour le 15 de France. Même le numéro 9, on se connaît le jeu d'Antoine Dupont, bien sûr, bien attaquer la ligne, tenter des choses un peu seul. Il peut rentrer dans une gestion en se disant j'ai un 10-15 qui peut faire ce boulot-là, on a une palette plus fournie. Exactement, en fait, il a des options qui sont multiples maintenant, c'est-à-dire qu'il peut se reposer sur un Mathieu Jalibert qui offensivement apporte une dimension autre que Ntamak, et ça permet à Antoine Dupont, même si son rôle c'est pas toujours de faire le Superman et sauver la patrie en nous montrant des actions incroyables, mais ça lui permet aussi de donner un peu plus de responsabilité aux autres leaders offensifs de cette équipe. On parlait de la meilleure attaque face à la meilleure défense. Comment vous voyez cette rencontre, Théo ? Je pense que je reviens sur ce que Paul a dit au début. Cette entame, elle va être hyper importante. Malgré tout, ce match contre l'Italie, avec les conditions qui étaient un peu difficiles, moi, à titre personnel, ça m'a rassuré sur le fait que sur ces phases de ruck et sur cette notion de combat que les Écossais imposent depuis un moment, on aura la capacité de répondre et même justement de leur offrir une belle adversité. Je pense que ça va commencer par là, la conquête et ce gros combat qu'il va y avoir dans la conservation du ballon. Ça peut être également un grand premier rendez-vous pour le pack du 15 de France. Moi j'avais coché les Anglais quand même, je m'étais dit on va voir sur les Anglais, mais oui, et notamment la touche écossaise est dangereuse. Je pense que c'est là où les Français vont devoir rivaliser d'ingéniosité un petit peu, parce qu'on est bon, mais on n'est pas excellent encore. On est bon sur les jeux au pied, on est bon sur l'attaque, on commence à être vraiment bon avec des avants un peu hybrides dans le jeu. Mais rappelons, nous les trois quarts, que les fondamentaux, c'est avant tout la mêlée et la touche. Donc oui, on sera attendu là-dessus, et notamment face à des Écossais quand même qui sont très, très costauds et mobiles aussi également. En tout cas, ça va être un match très intéressant à suivre. Ce sera ce samedi dans l'après-midi, ce match entre l'Écosse et la France. On va continuer à parler du top 14 maintenant avec l'Union Bordeaux, avec l'UBB qui a perdu face à la section paloise ce week-end, défaite 39-17. Est-ce que l'UBB voit s'envoler le top 2 ? Alors oui, quand on voit le classement, il n'y a que 5 points d'écart entre l'UBB et la section paloise, mais quand on voit un petit peu ce match et surtout le discours qu'on va entendre de Yannick Braud dans un instant, est-ce que l'UBB peut déjà oublier ce top 2 aujourd'hui ? Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, du moins à la suite de ce match, les joueurs et le staff nourrissaient une certaine amertume qu'ils ont fait transparaître, mais la vérité c'est que le top 14 est pas terminé, il est loin de là, et en fait on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une contre-performance d'une équipe au-dessus au niveau du classement. C'est encore très serré à ce niveau-là, donc je pense qu'ils ont encore le droit de rêver à ce top 2. Encore le droit de rêver, c'est vrai qu'on voit que c'est très serré, encore une fois ce top 14, il y a même des équipes qu'on n'aurait pas pensé comme Montpellier ou Clermont qui s'invitent un petit peu au bal du top 2.
Au vu du calendrier, au vu des confrontations, voilà, ça y est, on est quasiment dans le money time. Est-ce que l'UBB ne doit pas se concentrer sur bien sûr la Coupe d'Europe, mais également peut-être sur les barrages à domicile et pas tenter le tout pour le tout et cette deuxième place? Money time chaque week-end. Pour moi, c'est chaque week-end parce qu'on l'a vu en Pro D2 il y a 2-3 saisons, ça se joue à la dernière journée. Le top 14, on est 10e, on gagne 2 matchs, on est 5e. Pour moi, c'est tout le temps money time. Là, aujourd'hui, oui, si Bordeaux veut rester haut du tableau, oui, il va falloir commencer à se dire, tiens, il faut gagner 2 matchs pour pouvoir rester. En fait, c'est ces facteurs de 2 matchs. Si on perd 2 matchs, on descend, on peut être hors des 6. Si on gagne 2 matchs, on reste dans la course ou 1 ou 2 à la deuxième place. Donc, oui, aujourd'hui, l'UBB doit réagir. Comment? On va voir. Mais surtout, là, Yannick Brul a dit, on est tombé contre meilleur que nous. Là, il n'y a pas photo, malgré les doublons, malgré tout ce qu'il y a, le contexte avec l'équipe de France. Là, il y avait une meilleure équipe en face, il y avait de la domination territoriale, il y avait sur les 25 dernières minutes du jeu pratiqué par les Palois où il y a 22 points à 0. On ne peut pas dire que l'UBB a existé au moins sur la deuxième période. On va écouter justement Yannick Brul, c'était en conférence de presse à la fin du match face à la section paloise, il s'exprime bien sûr sur ce top 2, écoutez. On s'est enlevé le poids de la chasse à la deuxième place parce qu'on sait qu'on a un calendrier qui est costaud, on a une Champions Cup à disputer, donc ça va être très costaud pour nous aussi. Donc là maintenant il faut vraiment qu'on vise les barrages à domicile, c'est notre objectif, mais on ne va pas galvauter la Champions Cup. Voilà, c'est une saison bien dense pour nous, entre ce top 14 qui est hyper concurrentiel cette année, les quelques blessures qu'on a vécues, et la Champions Cup qu'on va assumer aussi jusqu'au bout. Donc c'est une saison intéressante, dense, et aujourd'hui il nous a manqué beaucoup de petits détails qui nous séparent du haut niveau. C'est là on voit, comme a conclu Yannick Brul, que il y a encore cette marche à franchir pour l'UBB de réussir à jouer correctement sur les 2 tableaux. Oui, je pense qu'en fait, c'est là où on voit qu'ils sont pas satisfaits, du moins à l'heure actuelle, du rugby qu'ils produisent et qui considèrent qu'ils sont pas, enfin, qui considèrent qu'ils sont à la place qui devrait être la leur, parce qu'au vu de ce match-là, ils sont clairement tombés face à une équipe qui était meilleure qu'elle sur cette soirée. Maintenant, comme on l'a dit, c'est le top 14 n'est pas fini, chaque week-end ça se joue, et ils sont conscients, comme on l'a déjà répété sur ce plateau, que jouer sur les 2 tableaux c'est compliqué et qu'il va y avoir une gestion d'effectifs à faire qui va être importante. Et c'est là où tout un groupe est concerné en fait, quand on essaie de jouer sur les 2 tableaux, que le 42e joueur ou le 50e joueur qui va peut-être jouer 3 matchs dans la saison, ces 3 matchs qu'il doit faire, il doit être concerné. C'est là où un manager doit réussir à concerner tous ses joueurs. Mais il a évoqué, là, il faut assumer. Il a dit le mot assumer. Moi, je pense que c'est assumer de jouer le top 14, assumer de jouer la Coupe d'Europe, assumer d'avoir un groupe élargi, que ce soit le numéro 1, le numéro 2, assumer sa position du numéro 3 dans le groupe, mais peut-être de basculer en numéro 2. C'est là où, justement, les grandes équipes, à l'image du Stade Toulousain, se construisent, mais sur le long terme. On a l'impression qu'il n'y a que Toulouse qui peut y arriver. Il n'y a que Toulouse maintenant. On parle de Toulouse depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, oui, l'UBB, si l'UBB veut exister sur le long terme, il faut assumer d'être 3e, mais d'avoir le niveau du numéro 2, voire du numéro 1. Et là, aujourd'hui, l'UBB est encore en construction par rapport à ça. Il y a quelques années, on disait il faut une bonne équipe numéro 1. Là, on est en train de construire la numéro 2 pour construire la 3e. Là, actuellement, je pense que c'est un petit peu l'objectif de Yannick Brul et de son staff, de se dire dans quelques années, on pourra jouer tout à fond et pouvoir rivaliser à fond sur les 2 tableaux. Maxime Lecul avait abordé également en conférence de presse de dire perdre, c'est pas grave non plus. Est-ce que certains joueurs de cette équipe de l'UBB doivent se dire des fois c'est pas grave si on perd, c'est pas grave si on finit 3e, parce qu'on peut quand même aller au bout des choses et pas être non plus toujours au top? Oui, exactement. Comme on l'a dit, la saison ne se joue pas que sur ce match-là. Elle est loin d'être terminée et ça va être un match sur lequel ils vont pouvoir se reposer pour construire, pour l'analyser sereinement, et pour certains joueurs qui sont numéro 3 ou même des jeunes qui ont leur chance de pouvoir évoluer à ce niveau-là, c'est des matchs qui vont leur permettre d'apprendre et d'emmagasiner de l'expérience, chose qui est importante justement
à l'image du Stade Toulousain, on veut construire un effectif complet avec de la profondeur, ça nécessite de donner la chance aux jeunes pour leur donner cette expérience du haut niveau. On rappelle que le prochain match de l'UBB, ce sera face au Stade Toulousain, au Stade Bordeaux Métropole Atlantique. Messieurs, dans un instant, on va partir du côté du Béarn, mais également de la Charente-Maritime pour parler de la section paloise et du Stade Rochelet, 2 autres équipes qui ont gagné ce week-end en top 14. A tout de suite. Sport, parlons sport comme tous les mardis soirs pour aborder l'actualité, notamment rugby en Nouvelle-Aquitaine. On a parlé du 15 de France, on a parlé de l'Union Bordeaux-Bègles, on va parler de 2 autres clubs de top 14, la section paloise et le Stade Rochelet, 2 clubs qui ont gagné ce week-end, notamment la section paloise face à l'Union Bordeaux-Bègles. On va se poser la question, est-ce que la section paloise peut aller au bout du bout, c'est-à-dire le top 2 pour cette équipe paloise? Messieurs, voilà, cette équipe béarnaise nous surprend match après match, week-end après week-end. Est-ce que pour vous, cette équipe de Pau, Paul, peut aller au bout? Mais quand on parle de bout, c'est pas le top 6, c'est peut-être le top 2. Alors moi je suis né à Pau, donc j'y crois. J'y crois, oui, pour la section paloise, un petit peu, beaucoup, du top 2. Mais pourquoi pas d'aller au bout? On l'a évoqué tout à l'heure, on peut passer de la 2e à la 6e place. Et pour autant être 6e, 5e, et pour autant jouer des phases finales, et pour autant peut-être, à l'image de Castres il y a quelques saisons, être champion de France. Je pense que c'est toute la beauté de notre sport, comparé à peut-être d'autres sports qui ont un ballon un peu plus rond. Là, aujourd'hui, on a des phases finales. La section paloise, certes, n'a peut-être pas de grande expérience dans ces phases finales, dans ce championnat. Mais aujourd'hui, ils ont une équipe compétitive. Ils ont des joueurs qui jouent en équipe de France, qui jouent dans les sélections nationales, qui commencent à avoir un noyau assez costaud, assez dur, pour pouvoir s'exposer justement au Stade Toulousain, à l'UBB, mais sur des phases finales. Donc, moi, je pense qu'ils pourront peut-être parler avec leurs armes cette année pour continuer à grandir, bien évidemment. Même question, Théo. Est-ce que cette équipe peut aller au bout? Moi, j'y crois. J'espère pour eux. Du moins, je suis pas palois, mais j'ai une sympathie toute particulière pour eux. Mais non, je pense que c'est possible parce que pour moi, cette équipe, elle transpire le collectif et c'est quelque chose d'hyper intéressant, surtout quand on arrive dans le Money Time et dans les matchs à enjeu, où on sait que cet état d'esprit est très important. Alors, certes, en général, on a l'habitude de voir en haut de tableau et sur les phases finales, et encore plus en finale, des équipes avec des grosses individualités. Mais à l'image du Castres Olympique il y a quelques années, des équipes avec un gros collectif, c'est hyper important dans les moments durs et dans les moments importants. Donc je pense que c'est possible et qu'ils peuvent le faire s'ils continuent sur cette voie. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe? Alors, on parle que cette équipe transpire le collectif, il y a beaucoup d'individualité, une ligne de 3 quarts extraordinaire, un pack qui tient bon. C'est quoi qui vous épate le plus dans cette équipe? C'est ça en fait, c'est cette homogénéité qu'il y a entre des individualités qui, comme on le voit, brillent même en équipe de France, mais en même temps, je cherche ce mot, presque je dirais cette humilité qu'ils ont à pas trop en faire et à rester ensemble. Quand on voit ce week-end ce 3e ligne qui est replacé au centre et qui fait le boulot et qui le fait même plus que bien, ça montre à quel point les joueurs sont au fer de lance et ils sont avec le staff et avec les coachs et qui sont prêts à prendre les risques et à jouer un rugby qui est peut-être pas forcément leur de base mais qui l'est devenu. Et ça, je trouve ça hyper cool et hyper intéressant. Paul, est-ce que cette équipe de la section paloise, on parle d'humilité, on parle de collectif, on dirait que c'est à l'image de Sébastien Piccheroni un peu? C'est ce que j'allais vous dire. C'est Piccheroni, c'est le staff avec Geoffrey Lannepetit. Ils ont construit ça depuis 4-5 ans. Il faut se rappeler qu'il y a 4-5 ans, la section paloise jouait le bas de tableau, le maintien. Aujourd'hui, ce staff-là a construit quelque chose d'intéressant, c'est la concurrence saine. On voit Desperes, 22 ans, qui tient la baraque à domicile en deuxième mi-temps, face à un Joe Simons qui va revenir, qui a de l'expérience. Si on met l'un ou l'autre, ça tient quand même la route, c'est le jeu au pied. Les 3/4, bien évidemment, les centres, ils font le boulot, ils sont déterminants à chaque intervention. Le paquet d'avant devient un paquet d'avant très intéressant maintenant dans le championnat français. Et moi, ce qui me plaît, c'est que ce staff-là, peut-être,
à voir s'ils copie-collent pas les idées du Stade Toulousain, de l'UBB, maintenant de la section paloise. Est-ce qu'on n'a pas un peu ce même modèle de dire, tiens, on met de la concurrence, on met des jeunes, on fait du jeu de mouvement, on pratique du jeu de mouvement, et peut-être que maintenant c'est La Rochelle qui s'y met aussi, etc., etc. Voilà vers quoi peut-être le rugby va tendre. En l'occurrence, là, la section paloise, ils jouent le haut de tableau, peut-être parce qu'ils ont mis ce rugby en place. Pour parler de cette équipe de Pau dans sa globalité, on voit également qu'ils arrivent à garder des joueurs comme Emilien Gaëton qui était courtisé. Ils arrivent à garder ces gros joueurs, ces grands joueurs dans leur propre effectif, dans leur propre équipe. Paul en parlait, ça fait 4-5 ans que c'est le staff de Sébastien Picchieroni. On a l'impression que c'est rare maintenant de laisser un staff prendre le temps de construire quelque chose. Mais c'est parce que c'est pas facile de prendre le temps, ça demande... Faut avoir une grande confiance de la direction de dire... Je vous laisse le temps et quoi qu'il arrive, je vous garde en place et je change pas par rapport à d'autres clubs. Exactement. Il faut accepter l'échec quand on part sur des projets comme ça sur le long terme où ça demande une construction de fond. Il faut accepter que sur certaines saisons, certains matchs, certaines périodes, ça ne passe pas parce que justement on donne de la chance à des jeunes, on donne de l'expérience, forcément on casse quelques pots, mais ça fait partie du projet. Personne ne viendra à Toulouse d'une saison à l'autre, parce que Toulouse, c'est quelque chose qui est ancré dans leur identité de base. Mais pour moi, comme tu dis, c'est une construction... Si le rugby français tire tous à tendre vers cette direction, c'est quelque chose qui peut être que positif pour le top 14 et pour le 15 de France. En tout cas, il y a un autre club où les joueurs sont plutôt avec son staff, c'est bien sûr le Stade Rochelais. La Rochelle qui a gagné le Castres Olympique ce week-end. La Rochelle qui avait enchaîné les mauvais résultats, notamment à domicile. On a l'impression d'avoir retrouvé peut-être le La Rochelle qu'on connaissait un peu au vu de ce match et surtout de cet adversaire qui est le Castres Olympique. Est-ce que pour vous, le club maritime peut aller à l'abordage du top 6 aujourd'hui ? En tout cas, ils sont sur le bateau, ils sont bien ancrés sur le bateau. Et ils tanguent, mais ils coulent pas. Voilà, ils tanguent, ils ont pas coulé, ils sont toujours là à bord et maîtres de leur situation finalement et de leur destin. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que ils ont mis fin à une série de 5 défaites consécutives. Là, on a retrouvé un petit peu la barre, mais maintenant, il va falloir qu'ils se mettent vraiment à l'ouvrage parce que, on l'a dit, la saison est longue, encore un petit peu. Il faut jouer, comme on ne cesse de le répéter, les matchs les uns après les autres, pas aller trop vite. Et à l'image de ce qu'on évoquait tout à l'heure, Ronan O'Gara, lui aussi, étant pas construction, peut-être déconstruction, mais aussi pour reconstruire quelque chose de nouveau au sein de l'effectif. Là, la section paloise est en train. La Rochelle, on le voit avec son recrutement, veut du jeu de mouvement, veut non plus de l'affrontement, même s'il en faut, mais veut déployer sur les extérieurs. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu entre deux. Est-ce qu'on continue sur ce jeu d'affrontement ? Est-ce qu'on développe le rugby de 3/4 et de mouvement ? Les résultats ne sont pas là. Oui, alors on va voir si Ronan O'Gara, lui, tient sa place malgré les mauvais résultats. Aujourd'hui, il est toujours là. En tout cas, malgré que le bateau Rochelais, on met de l'adhésif sur la coque pour éviter que l'eau puisse rentrer sur ce bateau, on a l'impression que les joueurs restent derrière Ronan O'Gara. Ça, c'est une grande force de la part d'O'Gara, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si le jeu qu'il propose ou les choses qu'il propose, les discours qu'il a, on se dit, à un moment donné, le club va peut-être se séparer de lui, mais on voit qu'il y a un groupe derrière lui, c'est plutôt rare aussi dans un club. C'est plutôt rare et c'est un bon signe envoyé à la direction. En général, quand le coach a ses joueurs derrière lui, c'est plutôt bon signe. C'est pas simple non plus, parce que des fois ça suffit pas. Et du coup, pour aller chercher un top 6, est-ce que ça sera suffisant ? Parce qu'on sait que des situations comme ça, c'est compliqué à gérer en interne. Il suffit d'une contre-performance pour refaire couler le bateau, j'ai envie de dire. Donc à voir. En tout cas, c'est un bon signe pour lui. Ça doit le rassurer de voir qu'il a toujours son vestiaire avec lui. Maintenant, est-ce que ça suffira pour la suite ? Je suis pas sûr. Paul ? Il a le vestiaire et le traiteur aussi parce qu'il était suspendu et il mangeait un petit peu des fours, donc tout va bien peut-être pour lui. C'est vrai que soit il est bord-terrain ou soit il est avec le traiteur Ronan O'Gara. On rappelle que La Rochelle affrontera la section paloise le 21 mars prochain. Merci messieurs en tout cas d'avoir pu débattre sur cette actualité rugbystique entre la section paloise, La Rochelle, l'UBB ou encore le 15 de France. On se retrouve demain pour votre émission Football Top Foot. On va bien sûr parler Girondins de Bordeaux et on va rester du côté de Pau avec le Pau FC qui est en Ligue 2 également, qui fait plutôt des bons résultats. À demain sur TV7. Bonne soirée à tous.